Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en facecam dans laquelle nous allons aborder un sujet que j'affectionne tout particulièrement, la phylogénie. Nous avons déjà traité de ce sujet sur cette chaîne, aussi je vous invite à voir ou revoir l'épisode de dépression sélective sur la classification en biologie, ainsi que la vidéo Draw My Evolution, et je vous propose aujourd'hui d'en reparler plus avant avec l'aide de quelques exemples concrets. En y regardant de plus près. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que la phylogénie? C'est une discipline qui consiste à classer les êtres vivants en fonction de leur apparentement. Cependant, contrairement à la généalogie, on ne cherche pas à déterminer des rapports directs d'ancêtres à descendants, mais des liens de proximité. On ne raisonne pas en termes de qui descend de qui, mais de qui est le plus proche de qui. Pour cela, on se base sur des caractères anatomiques et ou génétiques par comparaison entre différents taxons. Mais cela ne se fait pas au hasard, les caractères choisis doivent être représentatifs et significatifs. Aussi, cette méthode fonctionne par inclusion. J'entends par là que l'on détermine des groupes phylogénétiquement cohérents par partage de caractères communs, potentiellement hérités d'un ancêtre commun, qui est pour rappel un être conceptuel et hypothétique. C'est ce que l'on appelle des caractères ancestraux, ou encore basaux, archaïques, primitifs, ou alors plus techniquement plésiomorphes. La divergence des lignées par la suite est quant à elle déterminée par la présence de caractères non partagés, dits dérivés ou évolués ou bien apomorphes, propres seulement à certains descendants donc. On obtient alors ce que l'on appelle des groupes monophylétiques, ou clades, s'imbriquant les uns dans les autres selon le nombre de caractères partagés ou non, chaque espèce étant une mosaïque de caractères plus ou moins archaïques et ou dérivés. Précisons cependant que les notions de caractère primitif ou évolué ne font appel à aucun jugement de valeur. Il n'y a là pas d'idée de supériorité ou d'infériorité d'un caractère ou d'un taxon par rapport à un autre. Un caractère ne peut être considéré que comme avantageux ou non au regard des conditions d'existence de l'organisme qui le possède. Ce qui permet de le définir comme ancestral ou dérivé ne dépend que de la date de son apparition, et donc de son ancienneté à l'échelle de l'histoire du vivant. Ce statut pouvant varier selon le clade et ou l'époque que l'on choisit d'étudier par ailleurs. Enfin bref. Bon, donc si on résume, un clade inclut ainsi un ancêtre et tous ses descendants. Aussi, vous comprendrez avec ce que je viens de vous dire que tout groupe dont la détermination s'appuie sur une exclusion est de ce fait invalide. Que ce soit via le partage d'une absence de caractère, comme les invertébrés, qui est en réalité un groupe extrêmement hétérogène puisque juste défini par l'absence d'une colonne vertébrale, obligeant à se référer non pas à une ancestralité commune, mais à un autre groupe pour lequel ce caractère est déterminant. Ou que ce soit un groupe dit paraphylétique, ou grade, ce qui signifie un groupe n'incluant pas tous les descendants d'un même ancêtre commun, laissant volontairement de côté une partie de ces derniers. Il est bon à noter néanmoins que certains caractères peuvent être partagés par plusieurs clades dans le monde vivant sans pour autant être hérités d'un ancêtre commun. Sinon ce serait trop simple évidemment. C'est plus marrant, évidemment, hein. Évidemment. Sous l'effet de la convergence évolutive, certains caractères analogues peuvent apparaître indépendamment chez des groupes très éloignés d'un point de vue phylogénétique par réponse adaptative similaire à des contraintes similaires. À problèmes équivalents, l'évolution va avoir généralement tendance à répondre sous des formes comparables. Mais ça aussi, on en a déjà parlé sur cette chaîne. On pourra donner comme exemple l'œil, le poil, la plume ou encore le pénis. Et ouais. Pour la suite, je vous propose de continuer avec un schéma représentant un arbre phylogénétique ultra simplifié. Peut-être pas à ce point-là quand même. Voilà. Ceci est un cladogramme. Chaque branche représente une lignée évolutive et chaque nœud entre deux branches est un ancêtre commun. Le premier point important à noter est déjà qu'il n'y a, là encore, aucune notion de hiérarchie dans ce graphique. Le seul critère pris en compte ici est d'ordre chronologique. Les espèces A, B, C, D, E et F sont sur le même niveau car contemporaines, et cet arbre est fait de telle sorte que l'on remonte dans le passé alors qu'on se dirige vers le bas. Le dernier ancêtre commun 1 étant plus ancien que le dernier ancêtre commun 5. Bien entendu, selon les espèces ou autres clades représentées, les échelles de temps ne seront pas du tout les mêmes. Ça va de soi. Notons également qu'il n'y a aucune hiérarchie de gauche à droite non plus. J'aurais pu tout aussi bien retourner ce schéma dans l'autre sens, avec l'espèce A à droite et l'espèce F à gauche.
Et cela fonctionne au niveau de chaque dernier ancêtre commun, les branches qui en émergent pouvant être permutées comme si l'on effectuait une rotation autour du nœud. Par exemple, E et F sont interchangeables puisqu'ils ont exactement la même proximité phylogénétique avec leur dernier ancêtre commun, ainsi qu'avec leurs cousins, D étant aussi proche de F que de E et moins de C. Il est ainsi aisé de comprendre que les espèces E et F sont plus proches l'une de l'autre en termes d'apparentement que les espèces E et A, leur dernier ancêtre commun, soit leur point de divergence, étant plus récent. Le temps qui les sépare étant moindre, le nombre de mutations qui les éloigne aussi, et donc elles ont davantage de caractères communs. L'accumulation des variations étant à la base du processus de l'évolution, et celle-ci augmentant logiquement avec le temps qui s'écoule, on comprend que le degré d'apparentement entre deux lignées dépend de l'âge de leur dernier ancêtre commun. Plus il est ancien, moins les espèces filles sont proches et inversement. Cependant, notons aussi que l'espèce A n'a pas moins évolué que les espèces E et F par exemple. Cette impression est un biais lié à la représentation apparemment linéaire de la lignée de A. Or A n'est pas une copie du dernier ancêtre commun 1, le temps qui les sépare est le même que pour tous ses descendants contemporains. Il y a ainsi eu potentiellement autant d'étapes évolutives, d'espèces intermédiaires et de ramifications ayant divergé entre le dernier ancêtre commun 1 et A que pour B, C, D, E et F, toutes ces espèces ayant du coup le même degré d'apparentement par rapport au dernier ancêtre commun 1. La linéarité en évolution n'existe pas d'ailleurs, ni la marche vers le progrès qui voudrait que tout aille du simple vers le complexe. Maintenant que tout ceci est posé, nous allons pouvoir passer à des exemples plus concrets. Je précise néanmoins que je ne vais forcément présenter que des groupes que je connais quelque peu, donc je ne traiterai ni de plantes, désolé Alexis Rastier, ni d'arthropodes, désolé Moss. Je vous laisse le soin d'en parler sur vos chaînes respectives. Ce clin d'œil étant fait, c'est parti pour la suite. Les vertébrés sont un clade qui se caractérise par la possession d'une colonne vertébrale, merci Captain Obvious, et donc d'un squelette interne, soit cartilagineux, soit osseux. Choisissons au hasard 6 espèces, par exemple le grand requin blanc, le sélacanthe, la salamandre, le saumon, la lamproie et le dipneuste. Comment les placeriez-vous instinctivement sur cet arbre? Je vous laisse mettre en pause si vous voulez jouer le jeu, avant de passer à la réponse. Alors pour expliquer comment on en est arrivé à cette classification, on va se baser sur l'anatomie comparée. On remarque déjà que le premier clade à avoir divergé est celui des gnatostomes. Toutes les espèces incluses dans ce groupe partagent comme caractère ancestral commun le fait de posséder une mâchoire. La lamproie ne partageant pas ce caractère, elle appartient donc à un autre groupe de vertébrés que l'on nomme les agnates. Ensuite, au sein des gnatostomes a eu lieu une nouvelle dichotomie impliquant les ostéictiens notamment. Ces derniers se caractérisent par le fait de posséder un squelette osseux. Les requins, les raies et les chimères possédant pour leur part un squelette cartilagineux, ils sont inclus dans le groupe des chondrichtiens. Soit les petits chouchous de Valéoraptor et de Paléostyle. Une fois n'est pas coutume, nouvelle séparation plus récente au sein des ostéictiens, amenant à la formation du clade des sarcoptérygiens. Ces derniers se caractérisent par leur nageoire dite charnue. Précisons que les membres chiridiens des tétrapodes, inclus dans ce groupe, présentent une structure de base similaire à ces sortes de nageoires, bien qu'étant bien plus dérivées. Le saumon possédant quant à lui des nageoires dites rayonnées par leur structure, il est compris dans un autre clade, celui des actinoptérygiens. Et enfin, dernier clade qui se distingue ici, celui des ripidistiens, incluant les espèces de sarcoptérygiens se caractérisant par la présence de poumons alvéolés. Il rassemble ainsi l'ensemble des dipneustes et des tétrapodes, représentés ici par une salamandre. Mais que j'aurais tout aussi bien pu remplacer par un être humain. Du coup, que peut-on conclure de tout ça? Eh bien déjà que le groupe dit des poissons n'est pas monophylétique, donc invalide d'un point de vue phylogénétique. Il est certes bien pratique dans le langage courant pour parler des vertébrés en excluant les tétrapodes, ou encore de tous les vertébrés possédant des branchies, mais cela en fait par là même un groupe paraphylétique. Cette idée est d'autant plus renforcée par le fait que si l'on regarde les degrés d'apparentement, un dipneuste est aussi éloigné d'un saumon que l'est un être humain, ou encore qu'un saumon est génétiquement plus proche de nous que d'un requin, malgré leur forte ressemblance morphologique.
Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Finalement, si nous voulions considérer les poissons comme un clade, il faudrait y inclure les tétrapodes, ce qui ferait alors de nous des poissons. Fortement dérivés, certes, mais des poissons quand même. Voilà qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Les sauropsides, que l'on appelle plus communément les reptiles, sont un groupe de tétrapodes amniotes partageant certaines particularités morphologiques au niveau du squelette, notamment en ce qui concerne les vertèbres. Je ne rentrerai cependant pas plus dans des détails techniques et potentiellement chiants, ce n'est pas ma spécialité et ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Merci de ne pas rager dans les commentaires, monsieur FL Reptile. Les diapsides, quant à eux, se caractérisent par la présence de 2 fosses temporales de chaque côté de leur crâne. Une fois n'est pas coutume, je vous propose pour changer de ne pas parler d'espèces actuelles, mais de remonter le temps à la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années, à la rencontre de taxons à présent éteints et uniquement connus grâce aux fossiles. Vous comprendrez donc que là encore on va s'appuyer sur l'anatomie comparée, puisque de toute manière nous n'avons pas de données génétiques permettant de faire de la phylogénie moléculaire. Voici les 6 clades que je vous propose. Un reptile volant, un piaf avec des chicots, un reptile marin, un raptor, un croco sous stéroïdes et le célèbre T-Rex. Vous pouvez réfléchir en mettant pause et... voici l'arbre. La divergence la plus ancienne se fait entre le groupe des lépidosauriens et celui des archosauriens. Les archosaures présentant notamment des caractères crâniens propres, tels une fenêtre antéorbitaire par exemple. Bien que cette dernière disparaisse secondairement ou fusionne avec l'orbite chez certains groupes dérivés. Les taxons encore vivants, aujourd'hui, présentent également comme caractère commun le fait de posséder un gésier, entre autres. Aussi, première idée reçue que l'on démolit, les mosasaures ne sont pas des dinosaures, mais des squamates. Qu'est-ce qu'un squamate? C'est un clade, inclus dans celui des lépidosauriens, rassemblant aussi les lézards, les serpents et les amphisbènes. Amphisbène, c'est comme si tu voulais dire amphibien, mais au milieu du mot tu te casses la gueule. Amphisbène. Qu'est-ce qu'un amphisbène? C'est un squamate. D'ailleurs, pour information, les cousins actuels les plus proches des mosasaures sont les varans. Ensuite, les archosaures divergent eux-mêmes en 2 clades, les pseudosuchiens, contenant les crocodiliens, et les ornithodires. Ces derniers se caractérisent par l'articulation de leurs chevilles en simple charnière, ne permettant la mobilité du pied que dans un seul axe. Aussi, les crocodiles ne descendent donc pas des dinosaures, ce sont leurs cousins. Encore une fois, les ornithodires se divisent en 2 branches, les ptérosauromorphes et les dinosauromorphes. On explose ainsi un autre cliché récurrent, les ptérosaures ne sont pas non plus des dinosaures. Ils leur sont proches certes, mais ils appartiennent à un groupe frère de ceux-ci. Les dinosaures, bien que n'étant pas explicités sur cet arbre, forment un clade très diversifié, se caractérisant par leur articulation de la hanche tout à fait particulière, leur octroyant une posture érigée. Le groupe des théropodes comprend notamment la quasi-totalité des espèces de dinosaures carnivores, mais pas que, et serait exclusivement bipède de ce que l'on sait. Ce groupe comprenant là encore un très grand nombre de clades divers et variés, et ne voulant pas entrer dans des considérations anatomiques et phylogénétiques trop pointues, je dirais juste que parmi ceux-ci se trouvent les tyrannosauroïdés, dont notre fameux T-Rex fait partie, et les Maniraptora qui se sont séparés. Les Maniraptora sont caractérisés notamment par la présence d'un os en demi-lune bien spécifique au niveau de leur poignet et un pubis allongé pointant vers l'arrière. La plupart étaient sans doute couverts de plumes. Le seul clade de dinosaures ayant perduré jusqu'à nos jours est ainsi celui des oiseaux, ou aves. Oui, les oiseaux sont bel et bien des dinosaures. Même leurs cousins les plus proches, comme les paraves, comprenant par ailleurs la famille des droméosauridés, plus simplement appelés raptors, n'ont pas survécu à la crise biologique du Crétacé-Paléogène survenue il y a 66 millions d'années environ. Aussi, il y a une chose à déduire de tout cela. Pour pouvoir considérer les reptiles comme étant un groupe monophylétique, il faut y inclure les oiseaux, les crocodiles étant plus apparentés à eux qu'aux lézards dans les faits. Là encore, les apparences sont trompeuses. Les artiodactyles sont un groupe de mammifères ongulés, soit avec des sabots, ayant la particularité de posséder un nombre de doigts pairs à chaque membre. Ils s'opposent ainsi aux périssodactyles, qui eux possèdent un nombre de doigts impairs, et comprenant les chevaux, les rhinocéros et les tapirs. Pour la classification de ce clade, nous ne citerons quasiment pas de caractéristiques anatomiques, car la phylogénie des artiodactyles a été essentiellement déterminée, et même bouleversée, par la génétique.
Par exemple, pendant très longtemps, les biologistes n'ont su où vraiment classer les cétacés parmi les mammifères. Leur spécialisation à un mode de vie strictement aquatique leur a fait perdre quasiment tous leurs caractères ancestraux qui auraient permis de les relier aux autres clades déjà existants. Et ce, en devenant hydrodynamiques, avec perte de leur pilosité, transformation de la structure de leur oreille, perte des membres postérieurs, modification des membres antérieurs en nageoires, etc. C'est donc finalement la phylogénie moléculaire, via les apports de la génétique, qui a permis de les inclure à part entière dans le groupe des artiodactyles, à la surprise générale, amenant même certains biologistes à renommer le clade en cétartiodactyle. Comme précédemment, je vous propose 6 animaux de ce groupe à classer, en fonction de leur apparentement. Le rorqual bleu, le cochon, le dauphin, la vache, le cachalot et l'hippopotame. À vous de jouer si vous le désirez, et c'est parti pour l'arbre. Les cétartiodactyles se divisent tout d'abord en 2 autres sous-ensembles, les suines d'un côté, comprenant les porcins et les pécaris, et les cétruminantia de l'autre. Ces derniers divergent ensuite en ruminants, incluant notamment des familles comme les bovidés, les giraffidés ou encore les cervidés entre autres, et en cétancodontes. Les cétancodontes se subdivisent alors de nouveau en 2 lignées, les hippopotamidés et les cétacés. Enfin, les cétacés comprennent eux-mêmes 2 clades importants, les mysticètes, soit les cétacés à fanons, comme le rorqual bleu ou encore la baleine à bosse, et les odontocètes, soit les cétacés à dents, le dauphin et le cachalot appartenant ensuite à 2 familles différentes. Ce que l'on peut alors déduire de cette classification, c'est que les cétacés seraient les descendants d'ongulés terrestres, à 4 pattes donc, qui se sont ultérieurement adaptés au milieu aquatique. Cela a d'ailleurs été confirmé par la paléontologie, qui a notamment décrit des ancêtres terrestres des cétacés datant d'il y a environ 50 millions d'années. Les espèces fossiles de cet ancien groupe à présent éteint, baptisés les archéocètes, présentaient effectivement, en plus de caractères anatomiques propres aux cétacés au niveau crânien, des caractères typiques des artiodactyles au niveau de la structure de leurs membres. Caractères secondairement perdus chez les clades actuels, plus dérivés. Je trouve qu'il est également amusant de constater qu'une vache est finalement génétiquement plus proche d'une baleine que d'un porc. Que vous ai-je dit à propos des apparences déjà ? Alors, pour faire simple, les hominoïdes sont ce que l'on appelle communément les grands singes, ou encore singes sans queue. On peut difficilement faire plus explicite. Cette fois encore, les critères de classification sont ici essentiellement génétiques, mais également géographiques. Et une fois de plus, voici 6 taxons à ranger selon leur lien de parenté. Un gorille, un gibbon, un chimpanzé, un bonobo, un orang-outan et un paléoanthropologue. Après classement phylogénétique, voilà ce que ça donne. Chronologiquement, la première séparation se fait entre les hylopatidés, soit la famille des gibbons, et les hominidés, de plus grande taille. Ces derniers se divisent ensuite de nouveau en 2 clades, celui des ponginés, avec les orang-outans, du genre Pongo, ne comptant actuellement plus que 3 espèces, et les homininés, rassemblant tous les grands singes euro-africains, groupe autrefois très diversifié, mais dont la plupart des espèces sont aujourd'hui éteintes. Les homininés divergent eux-mêmes en gorillini d'un côté, incluant les gorilles, du genre Gorilla, qui comprend 2 espèces, et en hominini. Ces derniers, enfin, sont formés des hominines, représentés de nos jours par une seule espèce, Homo sapiens, et des panines, représentés par un seul genre et 2 espèces, le chimpanzé, Pan troglodytes, et le bonobo, Pan paniscus. Du coup, ce que l'on constate ici, c'est que rien ne permet de nous mettre à part d'un point de vue phylogénétique. Les humains sont des grands singes, un chimpanzé étant plus proche de nous que d'un gorille, et un gorille plus proche de nous que d'un orang-outan. Tous grands singes, tous cousins. Pour le coup, c'est bien vrai qu'on choisit pas sa famille, parce qu'on n'est franchement pas un cadeau pour eux. Et si je peux me permettre, en guise de conclusion de paraphraser Thomas Huxley, je dirais d'ailleurs que je préfère être un singe qu'un être humain dénué d'intelligence qui argumente sur la base de parti pris. Celle-là, elle est pour toi, John de Paléogie. Je te la dédie. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous épargne toutes les habituelles demandes de pouces en l'air, partage, abonnement. N'hésitez cependant pas à laisser des commentaires constructifs, c'est toujours enrichissant. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.